Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 10e atelier organisé par le collectif de l'appel pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire. Vous pouvez retrouver le manifeste de l'appel sur le lien disponible dans la conversation. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est le bon moment pour rejoindre les 1700 signataires de l'appel. Je suis Romain Lavaux, j'ai 41 ans, je suis professeur des écoles et porte-parole d'Europe Écologie Les Verts Maine-et-Loire. Ce soir, nous aborderons les questions de ruralité et d'aménagement du territoire, et en particulier, comment la région peut redynamiser nos territoires ruraux pour un aménagement plus équilibré. Le rôle qui m'a été confié est d'animer cet atelier et de garantir un débat constructif et serein. L'objectif est de partager nos expériences et de confronter nos points de vue afin de dégager des pistes de propositions sur ce thème de l'aménagement du territoire et de la ruralité en vue des élections régionales du mois de juin. Une fois que nos grands témoins se seront exprimés, nous aurons un échange d'une demi-heure où vous pourrez poser vos questions et nous finirons vers 19h45. Vous pouvez d'ores et déjà rédiger vos questions par écrit, soit en commentaire du Facebook Live ou dans l'onglet Conversation sur Zoom. Si vous êtes connecté sur Zoom, vous pouvez également intervenir à l'oral en nous prévenant dans le chat. Pour introduire la thématique de ce soir, je reprendrai des éléments tirés de l'ouvrage de Claire Desmar-Poirier, L'exode urbain, que je vous conseille, pour définir brièvement ce que représentent nos villages et nos espaces ruraux aujourd'hui. Nous avons tout d'abord les villages qui sont situés dans les aires d'influence des grandes villes, qui regroupent 16 millions d'habitants en France et qui sont impactés notamment par l'étalement urbain et le phénomène de métropolisation. Les campagnes intermédiaires dominées par des activités agricoles industrielles et qui regroupent 5 millions d'habitants. Elles sont assez présentes dans notre région. Les Mauges ou le Bocage vendéen en sont des exemples. Et enfin, les campagnes et villages isolés qui, eux, ont tendance à perdre des habitants et souvent aussi leurs services et de l'activité. Donc, plusieurs réalités selon les campagnes dans lesquelles nous vivons. Un autre élément important en introduction est issu d'un sondage IFOP datant d'avril 2019 qui indiquait que 57% des urbains aimeraient quitter la ville pour une meilleure qualité de vie à la campagne. Depuis, la crise sanitaire n'a fait que renforcer ce phénomène qui se traduit concrètement aujourd'hui. En tant qu'écologistes, nous sommes persuadés que l'avenir est aussi dans nos campagnes et nous allons voir ensemble comment, à partir de la situation actuelle, nous pouvons développer des initiatives locales qui font déjà leurs preuves un peu partout sur nos territoires et qui redynamisent nos villages et leur donnent des perspectives d'avenir positives. Avec nous ce soir pour en parler, Solène Ménager. Solène, tu es conseillère municipale à Javron-les-Chapelles, dans le nord de la Mayenne, et tu es élue sur ce territoire depuis l'an passé. Oui, c'est ça, bonsoir. Philippe Sebon, bonsoir. Tu es maire délégué de Rabelais-sur-Layon, commune située au sud de la Loire, en plein cœur du vignoble angevin. Bonsoir. Et Isabelle Kleb, bonsoir. Bonsoir. Tu es cofondatrice du tiers-lieu Village Factory à Asnières-sur-Vègre, à une dizaine de kilomètres de Sablé-sur-Sarthe. C'est ça. L'objectif de notre échange, je le rappelle, pour bien orienter nos discussions, c'est de réfléchir tous ensemble sur la manière dont notre région peut redynamiser nos territoires ruraux pour un aménagement plus équilibré. Et je laisse tout de suite la parole à Solène Ménager pour un premier témoignage. Merci Romain. Bonsoir à tous. Donc, moi, comme l'a dit Romain, je suis conseillère municipale à Javron-les-Chapelles depuis les municipales de 2020. Donc, Javron-les-Chapelles, c'est un petit village de 1400 habitants en Nord-Mayenne. Et globalement, j'ai envie de brosser un petit peu le tableau des problématiques que se pose une municipalité d'un village comme le nôtre actuellement. Donc, pour le contexte, Javron, c'est un village, on perd un petit peu tous les ans d'habitants parce qu'on a une faiblesse démographique, une population assez ancienne et peu de naissances, du coup, et peu d'arrivées de familles et de jeunes couples. Donc, on a eu affaire à plusieurs problématiques depuis le début de l'année. La première, c'était surtout au niveau de la santé, parce que notre médecin qui était en place depuis 30-40 ans et devait partir à la retraite. Donc, en fait, on a eu du mal à lui trouver un successeur. Lui a fait tout ce qu'il a pu pour mettre en place des solutions de, on va dire, tampons. Il a fait appel à un médecin stagiaire qu'il avait eu, alors avec qui, à l'aide de la télémédecine, etc., on a réussi à faire un an de transition
avec une semaine notre médecin qui allait partir à la retraite, une semaine le nouveau médecin, 2 semaines la télémédecine, et avec l'aide d'un infirmier en pratique avancée qui est installé à Javron. Donc ça a permis aussi de voir que la télémédecine fonctionnait dans les territoires ruraux, et ça nous a permis d'avoir le temps de faire appel à un cabinet, parce qu'au final, on a dû faire appel à un cabinet dans l'urgence pour recruter une médecin. Donc on a recruté une médecin de l'étranger grâce à ce cabinet qui est arrivé début janvier là. Donc ça y est, on a enfin une médecin qui s'installe à Javron. Donc là, pour nous, c'est le soulagement. Et c'est vrai que pour des communes comme les nôtres, c'est vraiment un enjeu majeur. On a vraiment tout mis en place pour que son arrivée soit parfaite. On lui a préparé un petit studio pour qu'elle ait quelque part où aller en attendant de trouver une maison qui lui plaît. Enfin, on a vraiment mis tout en œuvre, en tout cas, pour l'accueillir et pour que les gens de Javron et des alentours, parce que le portefeuille en fait, de ces médecins-là, la patientèle de ces médecins-là vraiment rayonne autour de Javron. On a plein de petits villages autour qui n'ont plus du tout de médecins depuis des années. Donc voilà, l'enjeu était immense. Alors, de toute façon, après, on n'est pas les seuls dans ce cas. Je sais que, voilà, pour reprendre quelques chiffres de l'association contre les déserts médicaux, les inégalités dans l'accès des soins, c'est très criant. C'est vraiment, il faut 97 jours en moyenne pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmologue dans une petite ville comme la nôtre. Et en moyenne, c'est au moins ça, contre 29 jours à Paris. Donc déjà, ça, c'est flagrant. Et je sais que la Mayenne, c'est le 3e plus grand désert médical de France. Il y a au moins un médecin sur 2 qui n'accepte pas les nouveaux patients. Donc voilà, on a beaucoup de médecins, en fait, de patients sans médecin traitant. Et la question s'est posée d'ailleurs récemment face au Covid et à la vaccination Covid, parce qu'on nous demandait à la base une pré-consultation chez le médecin traitant, mais il y en a qui n'avaient pas de médecin traitant. Et donc au final, les centres de vaccination ont dû accepter les gens sans médecin comme ça et faire la consultation directement. L'autre point, c'est plutôt les services auxquels ont accès nos habitants. Donc vraiment l'accès à tout ce qui est les impôts, la CAF, la sécurité sociale, parce qu'on est vraiment dans un contexte où les guichets physiques dans nos lieux ferment, et on est obligé d'avoir recours au numérique maintenant. Donc, on n'est pas zone blanche à Javron-les-Chapelles. Il y en a encore en ruralité, c'est une réalité. Donc, pour ces gens-là, c'est vraiment la catastrophe. Mais en tout cas, pour nous, la fracture numérique, elle est là quand même sur l'usage. On a quand même une population vieillissante qui ne sait pas forcément utiliser les ordinateurs, Internet, etc. Et donc, pour ça, nous, on a la Poste. Alors, je pense qu'elle a aussi eu cette démarche aussi dans d'autres villages, mais qui, grâce à l'aide de bénévoles du village, peut accompagner des gens dans leur démarche comme ça administrative. Donc déjà, ça c'est assez précieux pour nous. Si la Poste ne le faisait pas à la mairie, on pourrait aussi mettre en place des choses dans ce sens. Et eux, il y a certaines associations, des tiers-lieux aussi qui peuvent prendre le relais là-dessus. Alors, au-delà du numérique, je voulais aussi aborder la question des transports, parce que à Javron-les-Chapelles notamment, on est ce que j'appelle moi sinistré du train, parce que nous, on est à plus de 50 km d'une gare TGV, en fait, c'est Laval ou Le Mans, et on est super loin. Donc pour nous, la voiture, c'est quasiment indispensable, sauf si on vit à Javron, dans le bourg, et qu'on travaille à Javron. Mais moi, personnellement, je travaille à Mayenne au lycée, et je suis obligée d'avoir une voiture. Je n'ai pas d'autres moyens de transport. Et c'est vrai qu'on se sent souvent un peu mis à part dans les discours, justement, qui visent à mettre en valeur le vélo pour aller travailler, etc., parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Et ça, j'aimerais qu'on apporte des solutions ou des soutiens à ces populations-là. Donc voilà. Et globalement, parce qu'après je vais dépasser mon temps, mais surtout ce qui est attractivité en termes d'emploi et de commerce. Nous, on a vraiment des emplois, on a du travail, on a beaucoup d'emplois à Javron, on a 700 emplois. C'est des emplois quand même relativement industriels et agricoles. On a du tertiaire grâce voilà, aux commerçants, aux artisans. Ce qui lui manque, moi je trouve, dans notre dynamique, et pour faire plus de mixité sociale, c'est vraiment des emplois tertiaires, voilà, peut-être plus de type cadre, etc., mais qui seraient faisables en télétravail chez nous. Parce qu'on a des infrastructures qui se mettent en place, des tiers-lieux ou des infrastructures communautaires qui permettent d'accueillir le télétravail. Et ça, je trouve que c'est vraiment des politiques d'entreprise à mettre en valeur et à inciter, en fait, pour permettre justement le retour dans nos ruralités de cadres, de pouvoir d'achat, du coup, forcément, et faire vivre aussi nos petits commerces, qui eux aussi sont en péril. Je n'ai pas vraiment le temps d'en parler, mais en tout cas,
Je sais que ça, c'est un gros enjeu aussi pour les communes, c'est de ne pas perdre leur commerce et voire d'en ramener un quand il n'y en a plus du tout. Et ça, c'est des choses sur lesquelles la région pourrait avoir un impact immense. Voilà, je vous remercie. Merci Solène. Philippe, je te propose de poursuivre. J'imagine qu'il y a des constats partagés. Après, ça fait quelques années maintenant que tu œuvres sur la commune de Rabelais notamment, et on sera curieux de connaître et de partager ton expérience. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Donc Philippe Sebron, moi j'ai 59 ans bientôt. Moi je suis conseiller municipal, enfin j'ai été conseiller municipal dans ma jeunesse sur 2 mandats et je suis à nouveau là élu depuis 2014. D'abord maire de la commune de Rabelais-sur-Layon, puis devenu maire délégué parce qu'on a créé une commune nouvelle en 2016 qui s'appelle donc Bellevigne-en-Layon. Si je reviens juste sur Rabelais, parce que c'est un peu plus le village dont j'ai envie de vous parler ce soir, il y a 760 habitants. Petit village du vignoble angevin, au cœur des coteaux du Layon, 25 km au sud d'Angers. Donc, on va dire que Angers, couronne angevine, est principalement l'objet de déplacement de nos populations, puisque les gens viennent travailler plutôt sur Angers, mais qu'on a bien sûr de l'emploi local grâce entre autres à la viticulture, que je connais un peu pour y travailler encore un petit peu de temps. Donc, au-delà de l'être maire délégué de la commune de Rabelais, moi je suis depuis maintenant 2017 et j'ai renouvelé le mandat en 2020, vice-président à la communauté de communes Loire-Layon-Aubance. Voilà, aujourd'hui, moi je suis en charge de l'accueil des gens du voyage et de la politique sociale de la communauté de communes. Moi, ce que je pense, c'est finalement quand je regarde ce qui se passe dans mon village, c'est la dynamique des habitants qui fait que le village il vit. Donc j'ai envie de dire qu'une collectivité, quelle qu'elle soit, finalement, elle doit un peu se mettre au service de ces dynamiques collectives qui peuvent voir le jour. Alors nous, on a la chance d'avoir depuis 2008 une épicerie associative qui est le seul commerce de proximité de la commune, qui avait fermé en 2006. Et c'est les habitants qui ont eu envie de reprendre cette épicerie en faisant une épicerie totalement différente, on va dire, de l'épicerie que j'appellerais traditionnelle, hein, sans que ça veut être péjoratif, avec une idée d'aller enquêter les habitants pour savoir ce que les habitants voulaient comme type d'épicerie. Et finalement, l'épicerie, elle a revu le jour par cette dynamique collective. Aujourd'hui, dans une commune finalement de 760 habitants, eh bien, le commerce local, après 12 ans, il représente 5 emplois dans l'épicerie. Un chiffre d'affaires de l'épicerie qui est rendu à plus de 650 000 euros et qui est basé sur 70 producteurs locaux, hein, avec des produits en partie issus de l'agriculture biologique, mais aussi un peu d'épicerie traditionnelle. Mais c'est surtout le lien circuit court qui a vraiment fait que ça a marché. Et là-dessus, je pense qu'une politique régionale de soutien à des initiatives comme celle-ci, c'est une politique de soutien à la production locale, c'est une politique de soutien à l'emploi local. Et je trouve que si on pouvait arriver finalement à démultiplier ce style d'initiative, on répondrait, je pense, à une des problématiques d'aujourd'hui, ce retour à bien manger, à faire vivre notre tissu économique local. Et l'épicerie est devenue finalement un des lieux, on va dire, centraux du village parce que les gens s'y rencontrent, quoi. Et on a une autre initiative comme ça qui est née sur le village il y a de ça maintenant plus de 30 ans, c'est un village d'artistes. Alors, ce n'est pas le village qui est un village d'artistes, c'est un bâtiment qui s'est appelé village d'artistes et qui accueille une galerie d'art contemporain et de l'artisanat d'art. Et finalement, c'est aussi géré par une association soutenue par la collectivité mairie et la collectivité communauté de communes et qui a développé finalement 2 emplois. Et on voit que je dis ça parce que ce village d'artistes, finalement, il a donné une image au village et a permis de faire une communication du village. Et je pense que c'est cette dynamique aussi là
de mise en valeur des villages qui fera que nos territoires ruraux seront attractifs, qu'on va aussi permettre à des professions, comme le disait Solène, type médecin, de s'installer parce que les gens voudront vivre et rester vivre là, sur ces territoires. Alors bien sûr, nous on rencontre les mêmes problématiques de transport, hein. Je trouve que c'est… mais je crois d'ailleurs que ça nous oblige à nous poser la question de la mobilité sur non pas comment on emmène nos habitants toujours vers la ville, mais comment on irrigue aussi nos propres territoires ruraux en moyens de transport. Nous, il y a un marché tous les mardis à 7 km dans la commune d'à côté. Bah, peut-être comment on fait en sorte que nos habitants ils puissent aussi aller un peu au marché. Moi, j'avais lancé depuis un petit moment aussi la réflexion sur le transport scolaire. C'est-à-dire pourquoi on ne mixe pas du transport scolaire avec du transport public. Moi, il y a 2 collèges à côté, à 7 km. Il y a peut-être des habitants qui seraient contents d'utiliser le car pour aller le matin travailler et le reprendre le soir. Enfin, ça oblige bien sûr après à mailler nos entreprises et nos transports publics. Mais je pense qu'on a des solutions possibles de mobilité de proximité. Voilà. Merci Philippe. Je passe la parole à Isabelle Klepp qui va nous en dire plus sur le projet Village Factory. Alors, on a démarré le projet il y a 5 ans, à la suite de la perte de notre école. En fait, l'école a fermé et ça a été un petit peu un électrochoc. On avait déjà plus du tout de commerce, plus de services publics, etc. Mais perdre l'école, ça voulait dire vivre dans un village de vieux, quoi, en fait. Donc, on s'est retrouvé avec des bâtiments vides que la municipalité nous a proposé. On avait un projet d'espace de coworking au tout départ. Et voilà, on était 4 femmes entrepreneurs à travailler chez soi. Et on était un petit peu fatigués d'être seuls chez soi, hein, ce que tout le monde découvre en ce moment au niveau du télétravail à la maison. Et on a eu envie de télétravailler en se regroupant. Donc, on a eu une mise à disposition des locaux par la mairie et puis on a démarré le projet très simplement avec ce qu'on avait, c'est-à-dire pratiquement rien, pas de financement. On a commencé par faire un atelier palette pour construire le mobilier du lieu. On a fait des appels à des dons. On a entièrement aménagé l'espace avec du recyclé, en fait, voilà, qui nous a été donné. Donc, dès le départ, le fait qu'on soit très petit, sans moyens, ça a été un petit peu notre force parce que ça nous a fait réfléchir sur comment avoir un moindre impact voilà, au niveau de l'aménagement, comment faire avec ce qu'on avait et mobiliser les ressources humaines qu'on avait autour de nous au niveau du village, en fait. Et donc, voilà, on a démarré très doucement. On est une dizaine maintenant de coworkers en sachant qu'il y a un roulement, ça tourne. Les gens voilà, ont des situations qui évoluent. Il y a des entreprises qui croissent et qui donc ne vont plus venir à l'espace, mais avoir leur propre espace à eux ailleurs. Il y a des coworkers qui partent se former pour pouvoir mieux travailler, etc. Donc, on a un roulement comme ça et on stagne à une dizaine de coworkers. On a du mal à faire plus. Les confinements, on va dire que ça a été quand même assez terrible de se retrouver à la maison tout seul parce que voilà, toute la partie échange qu'il peut y avoir dans un tel lieu, c'est très, très important. Et par contre, depuis les confinements, on voit arriver des nouvelles demandes, des nouveaux coworkers qui viennent s'installer à la campagne. Et je dirais, par rapport aux 5 années d'existence, il y a une certaine mutation dans la façon d'aborder le travail. C'est-à-dire qu'au départ, les gens venaient à la campagne pour pouvoir équilibrer un travail vie pro, vie perso, avoir une vie voilà, qui soit satisfaisante. Et là, maintenant, on a des jeunes coworkers qui arrivent et qui disent « Mais moi, je ne veux pas bosser à plein temps. Je veux avoir un temps 80% par exemple, mais je veux avoir du temps pour être autonome, pour avoir mon potager, pour pouvoir voilà, être dans du zéro déchet, etc. » Et la prise en compte voilà, de la dimension écologique dans la vie quotidienne va aussi impacter la façon dont on va travailler en se disant
on travaille moins parce qu'on va faire plein de choses par nous-mêmes. Et ça, c'est une évolution assez récente qu'on n'avait pas imaginée en fait au départ. Et c'est très intéressant. Et dans ce qui nous traverse un peu, je dirais, au niveau de la réflexion du lieu, on est beaucoup dans les discussions d'effondrement, comment on va faire plus ensemble avec moins. Enfin voilà, ça c'est quelque chose de très important dans l'identité de notre lieu. Au-delà du coworking, c'est un lieu qui s'est ouvert sur les habitants et qui s'est créé avec les habitants. Et on essaye au maximum de répondre aux besoins qui se présentent, toujours avec ce même mode de fonctionnement, c'est-à-dire en faisant avec très peu de choses. Et par exemple, on a mis en place des ciné-docs une fois par mois. Alors là, en ce moment, on est à l'arrêt, mais une fois par mois, ben voilà, on se retrouve, on est 10, 20, et puis on partage voilà, notre réflexion à la suite du visionnage d'un documentaire. Ça nous permet d'avoir comme un petit cinéma, en fait. Voilà. On est sur plein de petites choses comme ça. On a réaménagé l'ancienne cabine téléphonique en boîte à livres pour pouvoir avoir une bibliothèque partagée de façon très simple, en fait. Hein. On est entièrement sur du bénévolat, on n'a pas d'animateur du lieu, on fait beaucoup les choses par nous-mêmes, mais je pense qu'il y a une vraie ressource au niveau des habitants qui, à partir du moment où il y a cette possibilité d'avoir un lieu où on se retrouve avec cette volonté de faire ensemble, bah, les choses émergent en fait. Voilà. Merci Isabelle. Nous allons prendre une première série de questions. N'hésitez pas à le signaler dans le chat si vous souhaitez poser votre question à l'oral. J'ai une première question d'Antoine qui porte sur les transports et qui pose la question du développement du réseau ferroviaire secondaire pour irriguer les territoires ruraux, de savoir voilà, l'opportunité de le faire et puis la pertinence. Gwenaël, lui, qui intervient plus sur le manque de médecins et qui rappelle que dans les 6 ans, de nombreux vieux médecins, entre guillemets, qui ne comptent pas leurs heures, vont partir à la retraite. Les déserts médicaux risquent de s'accentuer et voir quelles solutions on pourrait imaginer pour les accueillir. Et puis une dernière de Sylvain qui réagit sur l'épicerie à Rabelais en disant que ce n'est pas qu'un commerce, mais aussi un espace de vie collective, un service public qui n'en porte pas le nom. La mobilisation des collectivités est légitime et propose une piste d'action, voir ce que vous en pensez, l'idée d'un établissement foncier régional qui pourrait acquérir, réhabiliter ou louer ces espaces dans les territoires ruraux. Sur la question des transports, Solène, est-ce que tu souhaites intervenir ou par rapport au manque de médecins dans le milieu rural aussi, hein, parce que tu l'avais évoqué. Des deux, sinon. Alors la première, de toute façon, évidemment, j'ai pas la vérité, ce sera mon avis, mais alors effectivement, sur tout ce qui est transport ferroviaire, je sais que la question en Mayenne notamment s'était posée de remettre potentiellement une ligne TER entre Laval et Mayenne, parce qu'il n'y a plus de gare à Mayenne, alors que c'est quand même une ville assez conséquente. Ça a longtemps été sur la table, c'était des sujets sans fin, etc. Il s'est avéré que c'était un coût faramineux et que la ligne, évidemment, ne serait pas rentable, en fait, mais que maintenant, en fait, il peut y avoir des liaisons en bus entre Laval et Mayenne qui remplacent tout aussi bien le train et qui posent, parce que les infrastructures routières ont de fait évolué et sont devenues assez performantes et assez rapides pour permettre de desservir les territoires comme ça. Donc, le train dans nos zones, là, pour moi, c'est quasiment impossible et à refaire parce qu'on détruirait des hectares et des hectares de terrain agricoles. Enfin, les lignes ont été fermées il y a bien longtemps et c'est devenu des voies vertes, c'est devenu des voies de promenade, etc. Enfin, elles ont déjà été réaménagées, ça a coûté très cher. Et pour moi, ce serait un peu de perte d'argent de refaire ça. Mais il faut qu'on trouve justement des solutions alternatives. Et donc, le bus, effectivement, c'en est un. L'histoire de partager les transports scolaires, c'est très intéressant. C'est des choses qu'on pourrait envisager parce que pour le coup, à Javron, il y a les transports scolaires qui emmènent à Vilaine, qui emmènent à Frampaille, qui emmènent à Mayenne. Évidemment, c'est un le matin, un le soir, mais c'est déjà ça, je dirais, pour les gens qui travaillent. Et pourquoi pas proposer peut-être, si vraiment ça a du succès, d'autres horaires de ligne. Enfin, mais c'est possible de faire des choses, ça c'est certain. Pour les médecins, pour les accueillir, alors,
les communes, de toute façon, font tout pour les accueillir. Je veux dire, enfin, voilà, nous, je vous expliquais, on a payé un cabinet d'études, on lui a trouvé un petit studio le temps qu'elle arrive, etc., etc. Donc nous, on met les petits plats dans les grands, hein, j'ai envie de dire. Mais je pense que ça faciliterait les choses pour les médecins et notamment peut-être les jeunes médecins de les salarier peut-être au niveau départemental ou régional, je ne sais pas, pour justement qu'ils soient peut-être qui se libèrent en fait du souci administratif, en tout cas au début, et qu'ils aient ce confort un peu de travail et de pouvoir en fait la commune a un local, le médecin est salarié du département ou je ne sais quoi, et pendant ce temps-là, eh ben, il a juste à s'occuper de ses patients. Donc moi, je pense que ça peut être une piste. Après, il doit sûrement y en avoir d'autres. Je suis pas une experte là-dedans, mais bon, à mon avis, il faut explorer. Bien entendu. Je ne sais pas, peut-être Philippe sur les médecins dans le secteur rural ou sur les mobilités aussi, parce qu'on avait commencé à évoquer le sujet. Ouais. Des questions des mobilités douces aussi, hein. Je crois que j'ai vu passer ça sur le chat. Juste sur l'expérience de Rabelais, donc le bâtiment, effectivement, il appartient à la commune. Donc la commune a mis à disposition le bâtiment épicerie et sans loyer et participe au financement de la mise en conformité des locaux si nécessaire. Mais l'idée de la foncière est une idée intéressante, y compris même, je trouve d'ailleurs, sur les notions aujourd'hui de réflexion autour de nos cantines, de la fourniture de produits locaux et bio. Je pense qu'en soutien aussi aux agriculteurs, et il y a des notions de foncier, moi, qui me semblent intéressants à réfléchir. D'ailleurs, peut-être en association très étroite entre les communes, les communautés de communes et la région. Enfin, moi, je crois beaucoup aujourd'hui aussi à la transversalité de nos politiques publiques, c'est-à-dire qu'on arrête de réfléchir chacun dans notre coin en fonction de nos compétences, soi-disant, et qu'on se les partage. Et finalement, on travaille plutôt en silo que de travailler de manière transversale, alors que je pense que c'est ça ce qu'il faut qu'on raisonne. C'est vraiment cette notion de transversalité. Les liaisons douces, enfin la mobilité douce, moi je crois aussi qu'on a beaucoup de choses à faire là-dessus. La mise en location aussi, moi j'avais vu des expériences de prêt aussi de voitures en autopartage ou des voitures à disposition en location, même dans des communes rurales, et on pourrait imaginer des vélos. Enfin voilà, je pense que là on a. Moi je pense aussi que souvent on part du principe que ça ne va pas marcher, on ne le fait pas, alors que je pense qu'il faut qu'on lance. Et c'est en lançant qu'on va donner, enfin, l'exemple qu'Isabelle cite, je trouve, de chez elle, et que j'étais d'ailleurs allé voir, moi, j'avais visité Asnières, et je trouve que on voit bien, on impulse, et c'est de là que ça émerge finalement. Faut semer. Oui, Isabelle, pour en revenir à votre expérience à Asnières, qu'est-ce qui, selon toi, parce que vous avez eu des échanges avec pas mal d'autres personnes qui ont lancé des initiatives qui sont assez proches, je crois, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait faciliter l'essaimage de cette idée de tiers-lieu sur les territoires avec le soutien, l'appui de la collectivité et dans l'idée de transversalité, comme le disait Philippe? Ben, la mise en réseau des différentes initiatives, parce que comme on est sur des très petites structures, on a quand même vraiment besoin de se relier avec d'autres. Et il y a besoin d'un soutien à ce niveau-là. Nous, on l'avait imaginé au départ, mais bon, avec nos petits moyens, on n'a pas pu mettre en place cette idée de réseau de différents tiers-lieux. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on cogite au niveau voilà, plus large. Et puis, alors, pas forcément de la mise en réseau de lieux identiques, mais peut-être aussi de la mise en réseau de lieux
qui vont être très complémentaires au niveau d'un petit territoire. Par exemple, au niveau de nos coworkers, il y a quelqu'un qui a de l'hébergement qui peut être mis à disposition. Bon, on est en train de voir comment on pourrait avoir des citadins qui viennent à certains moments, voilà, pendant les vacances ou pour travailler sur leur projet au calme, profiter aussi de l'espace de coworking et voilà, mettre en réseau voilà, différentes initiatives qui ne sont pas forcément identiques. Souvent, quand on pense réseau, on pense lieu avec la même identité. Ce n'est pas forcément de cette façon-là qu'on peut imaginer le réseau, mais beaucoup plus en local aussi, quoi. Voilà. Avec, par exemple, une AMAP qui pourrait avoir la distribution de ses paniers chez nous. Enfin, voilà, des choses comme ça, en fait. Et ça, c'est... Pour pouvoir faire ça, on a aussi besoin de connaître les autres initiatives. Et ça, c'est... On manque un petit peu à ce niveau-là. Bon, quelquefois, il y a des colloques par rapport à la ruralité, des choses comme ça. On rencontre d'autres personnes. Mais moi, je serais assez pour qu'on puisse... peut-être à l'échelon régional, imaginer des journées où on va aller chez les uns, chez les autres, dans les autres villages, voir ce qui se passe par du contact humain. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est compliqué, mais voilà, visiter, d'aller sur le terrain, voir comment les autres ont résolu les difficultés qu'on peut avoir. Merci. On a une question d'Isabelle sur Zoom qui écrit « Quid de la jeunesse à la campagne? Les jeunes dans les villages sont très isolés et pénalisés. » Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir aussi à cette question qui est importante, qui est celle de la jeunesse? Moi, je peux en dire un mot parce qu'effectivement, enfin, bon, j'ai vécu ma jeunesse à Javron-les-Chapelles, donc oui, on était isolés. Bon, ça apporte autre chose aussi, ça nous donne aussi une certaine qualité de vie, etc. Mais évidemment, à cet âge-là, on a aussi envie de voir du monde, de bouger, de se promener, etc. Et je sais que justement, il y a des choses qui se mettent en place à côté de chez moi, à Prampaille, grâce à un autre tiers-lieu, dans un peu le même esprit que celui d'Isabelle, qui s'appelle le collectif 2-4, et qui est un tiers-lieu on a un collectif en fait qui regroupe le Secours populaire, l'association Paye Assos locaux et des coworkers aussi, etc., etc. Et eux, ils ont une ludothèque. Alors, ils essaient aussi de trouver, et d'ailleurs, en ce moment, ils ont un festival qui s'appelle Habiter là, qui essaie de trouver justement des solutions pour rapprocher les gens et les générations, et surtout tous ces jeunes qu'on ne voit plus, en fait, ceux qui ont entre 15, 20 ans, on ne sait pas trop où ils sont dans les villages, là. Donc, on cherche des solutions justement via la ludothèque pour les accueillir, même si c'est juste pour qu'ils aient un moment tranquille entre eux sur un canapé, enfin voilà, ou jouer avec les jeux qui sont à disposition là-bas. Donc ça peut être une solution. Et puis, bon, là je dévie un petit peu, mais effectivement, je rebondis par rapport à ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure sur les synergies locales. C'est hyper important parce que ce collectif de cadres, justement, est beaucoup en synergie avec son centre-bourg. Et en fait, il y a des magasins, notamment un magasin qui s'appelle Le Comptoir, une épicerie aussi qui a ouvert là-bas, qui fait aussi restaurant, etc. Et en fait, toute cette synergie on va dire, d'intention collective a ramené d'autres commerces en fait dans le village, qui eux ne sont pas forcément liés à cette association. Et donc tout ça, en fait, ça fait bouger les villages et ça attire les jeunes et ça les fait vivre aussi. Ils peuvent aussi aller eux dans les magasins, se promener, etc. Ça les fait moins se sentir isolés, quoi. Entendu. J'ai une autre question de Pierre sur Zoom qui écrit « La proximité ou l'accès aux centres urbains est-elle pour vous un facteur important pour l'attractivité des territoires ruraux ou au contraire, les nouveaux arrivants sont-ils attirés par le côté vraiment rural et qualité de vie à la campagne ?» Les deux, non? C'est ça, j'allais dire la même chose. Ah oui, non, là... Ok. L'intérêt, les gens veulent être, quand ils se disent à la campagne, ils veulent être isolés. Ça, c'est sûr, ils veulent être tranquilles, mais ils ne veulent pas être loin de la ville. Il ne faut pas qu'ils soient non plus trop loin pour y aller ou que ce soit facile d'accès, en tout cas. Oui. Oui, donc dans le développement local, il y a toute cette question de la dynamique entre ville et campagne qui reste aussi une préoccupation forcément importante. Plus les échanges entre les deux seront fluides, plus on parviendra à dédensifier les agglos, quoi.
Et par rapport à la question sur les jeunes, c'est aussi la question de la culture. C'est-à-dire, je pense aussi qu'il faut qu'on continue de développer des dynamiques culturelles, des dynamiques d'animation, c'est-à-dire avoir aussi des animateurs auprès des jeunes qui leur proposent de se rencontrer, de faire des choses ensemble. Ça, c'est aussi, je trouve, euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je pense que c'est encore plus criant sur ce besoin de culture et d'animation culturelle dans nos territoires ruraux, qui fera que aussi cette dynamique, elle est là, et qu'on répondra, parce que je pense, je suis d'accord, il y en a qui ont besoin de la ville, il y en a qui en ont moins besoin. Bon, bah, faut qu'on puisse, euh, ça se complète. Puis c'est fluctuant au cours de la vie aussi. Enfin, Mm. à certains moments, on peut avoir pour le démarrage de son entreprise, par exemple, on va avoir besoin d'avoir beaucoup de liens avec la ville où on va avoir des clients, des prestataires, etc. Et puis après, peut-être qu'on va réussir à avoir un réseau beaucoup plus local et travailler que en local. Enfin, ça bouge, c'est pas fixé en fait. Ouais. Ouais. Et à Village Factory, vous avez des plus jeunes qui sont venus parce qu'ils savaient qu'il y avait ce tiers-lieu, du coup, et qui sont aussi installés à Nières ou autour parce qu'il y avait Village Factory. Est-ce que Oui. ça… Oui. Oui, on a eu des relais de la part des agents immobiliers, par exemple, qui se sont mis à dire, quand ils présentaient voilà, des biens, bah, à tel endroit, il y a un endroit où vous pourrez aller co-travailler. Et donc, oui, oui, il y a des gens, très clairement, qui nous l'ont dit, qui ont acheté leur maison parce qu'il y avait un espace de coworking tout près, en fait. Par rapport aux jeunes, nous, on a eu une petite initiative il y a 2 ans. On a ouvert le samedi après-midi, quand il n'y avait personne à travailler, le lieu à des ados qui avaient envie de monter leur association d'environnement par rapport aux oiseaux. Voilà. Et en fait, c'était un petit peu un hébergement en fait, pour eux. Et voilà, ça a été une manière aussi de faire rentrer les jeunes dans le lieu. Et puis, il y a une autre chose qu'on a mis en place à un moment. En ce moment, elle est un petit peu plus tombée, mais il y a eu de l'accompagnement aux devoirs dans l'espace de coworking quand il est vide, en fait. Voilà. Quand on est reparti travailler. Et puis aussi, ça permettait, pour ceux qui travaillaient un peu plus tard, que les enfants soient là, faire leurs devoirs. Enfin voilà, on peut venir à certains moments avec ses enfants, travailler si on en a le besoin et si on ne peut pas faire autrement, ou voilà, au niveau garde et tout ça, à condition voilà, que ça gêne personne. Mais le lieu, là aussi, est ouvert et pas figé, en fait. J'ai une question de Sylvain aussi sur Zoom qui évoque la question des personnes âgées et puis de l'intergénérationnel aussi finalement, et qui se demande comment transformer le vieillissement de la population en opportunité de renouveau pour le rural. Je ne sais pas s'il y a des initiatives comme ça intergénérationnelles ou qui sont développées sur vos territoires, ou voilà, comment vous abordez cette question, qui est une question aussi qui se pose sur les différents territoires, celle du vieillissement de la population. C'est un vrai sujet sur notre territoire où on se pose sur la commune où on est, là, à Bellevigne, sur quel logement finalement, quel logement notamment intermédiaire on peut proposer entre la maison où les personnes ont commencé à vieillir et où elles pourraient se retrouver, enfin mixité d'habitat, solidarité entre habitants de différents âges, et puis aussi enfin, des petites unités de vie où il va y avoir aussi des personnels de santé qui vont pouvoir accompagner dans le cadre du maintien à domicile. Enfin, moi, je crois que c'est, et comme il l'écrit, il faut le voir comme une opportunité et une chance. Il y a des métiers nouveaux un peu à initier, et là aussi des compléments. On parlait des médecins tout à l'heure. Nous, à 10 km, là, il y a une maison de santé pluridisciplinaire qui va ouvrir en septembre. Effectivement, il y a des médecins, des infirmiers, des kinés. Je crois aussi à ce rassemblement et cette vie un peu plus collective des professionnels de santé
qui permet aussi de mailler le territoire et d'entretenir de la dynamique territoriale. Oui. Isabelle ou Solène, un mot sur ce sujet? Ouais, je suis d'accord. Philippe a soulevé un point effectivement sur l'accompagnement du vieillissement de la population, parce qu'à Javron, c'est exactement ce qu'on a fait aussi. On a créé un petit, ça s'appelle le Clos du Verger. En fait, c'est plein de petites maisons dédiées, mais qui sont réservées évidemment aux personnes qui n'iront pas encore en EHPAD, mais qui sont un peu plus, qui ont besoin d'un logement adapté en fait. Et dans ce complexe, en tout cas, il y a une salle intergénérationnelle qui s'appelle Intergénérationnelle, et qui permet à ces personnes donc, de faire des activités ensemble, et pourquoi pas aussi de mélanger, de recevoir leur famille, etc., et de mélanger en fait les générations. On peut avoir aussi, alors évidemment pas en ce moment, mais des échanges entre les écoles, les crèches et puis l'EHPAD ou justement le Clos du Verger, qui permet aussi à chacun de se rencontrer, quoi, de faire des activités ensemble sur des temps donnés. Enfin, la Chandeleur, on en fait quelques-uns, quoi. C'est des petites choses qu'on fait, mais qui permettent aussi de créer le lien. Isabelle, de ton côté, Asnières-sur-Vègre, est-ce que votre projet vous a mis aussi en contact avec des médecins, la télémédecine? Alors, c'est plus au niveau de la municipalité qui a une réflexion actuellement pour pouvoir justement accoler à l'espace de coworking un espace d'accueil au niveau de la télémédecine, et peut-être ensemble réfléchir à comment on peut justement aider les gens plus âgés à prendre en main ces outils-là et des choses comme ça. Voilà. Mais ça, c'est pas nous directement au niveau du tiers-lieu, c'est quelque chose qui a émergé avec l'arrivée de la nouvelle municipalité, en fait. Ouais. Ouais. Plusieurs interventions sur le chat, notamment sur les pistes cyclables aussi à développer. C'est vrai que pour les trajets de proximité, Philippe, tu parlais tout à l'heure du marché qui est à 7 km, mais bon, j'imagine qu'il y a des lieux comme ça assez importants autour de Rabelais. C'est sûrement le cas aussi autour de chez vous. Voilà, est-ce qu'il y a des Surtout initiatives dans ce sens-là? on se dit les petites routes pour faire du vélo, c'est bien, et en fait, c'est pas forcément très sécurisant, en particulier pour les enfants. C'est pas parce que c'est une petite route qu'il n'y a pas plein de voitures qui roulent quand même vite. Et c'est vrai que nous, on a vu émerger des super circuits avec des petits panneaux jaunes pour faire du vélo en touriste. Mais dans les trajets du quotidien pour aller à 4-5 km à côté, voilà, et ben, c'est pas forcément très sécure. Et là, il y a vraiment une réflexion à avoir aussi. Ouais, je partage complètement ton analyse. Nous, on est en train d'essayer de créer, entre nos 5 villages, donc on crée Bellevignes-en-Layon, on est en train de voir comment on va mailler effectivement des circuits vélos, et on est plutôt sur cette notion-là de sortir des routes, on va dire traditionnelles, même si pour certaines elles sont petites, parce qu'il y a vraiment besoin, effectivement, si on veut qu'elles soient empruntées, d'apporter de la sécurité. Mais voilà, nous, ça démarre, ça, ouais, c'est dans le projet de Mandal. Et effectivement, pour rebondir, nous aussi, en fait, à Javron, on profite de contraintes en fait d'entretien de notre réseau, etc., pour refaire nos routes. Et à chaque nouvelle route qu'on refait maintenant, on met sur la table la piste cyclable, en fait. Donc ça, c'est dans le village, quoi. Donc maintenant, on se dit, quand il y a une route, on pense au vélo, on pense aux piétons. Et ensuite, en dehors du village, comme je disais, en fait, on a les anciennes voies de chemin de fer qui ne sont plus utilisées, qui sont transformées en voies vertes et sont réservées, elles, aux marcheurs et aux vélos. Donc maintenant, c'est toujours le problème des jonctions. Il faut les rejoindre, ces voies vertes, voilà. Mais on y travaille, on essaie justement d'avoir des parcours où les vélos et les voitures se rencontrent le moins possible, quoi. Oui. Et au-delà de la volonté politique localement, vous constatez une demande de déplacement à vélo qui augmente? Oui. Ouais. Entendu. Très bien. Bon, ben parfait. Je pense qu'on va, parce qu'il est déjà 19h45, le temps passe vite. Je vous propose une dernière prise de parole. Si demain vous étiez vice-président en charge
du développement rural et de l'aménagement des territoires en région Pays de la Loire, ou conseiller spécial. Quelle serait votre première mesure? Je te laisse commencer, Isabelle. Peut-être soutenir tout ce qui est petite expérimentation, sans être sûr que ça va réussir, mais parce que c'est dans un tas de petits essais qu'on va réussir à faire sortir des choses qui vont être vraiment innovantes et durables ensuite. Alors que on est plutôt sur du développement actuel de tête de pont, voilà, et avec des visions à 3 ans. Enfin, il faut se projeter loin et tout. Et on est dans un monde complètement mouvant. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui va tenir ou pas dans les expérimentations. Et peut-être accepter, quand on est sur du financement public, d'être dans justement de l'expérimentation, c'est-à-dire que ça peut ne pas marcher en fait. Merci. Solène, Alors, quelle serait ta première mesure? oula, il y en aurait plein. Non, mais en fait, moi, j'ai envie de parler du commerce de proximité parce que j'ai pas eu trop le temps d'en parler. Mais du coup, je m'attarderai peut-être plus là-dessus pour une première mesure, une mesure forte. J'aimerais qu'on définisse en fait des zones commerce de proximité en péril, c'est-à-dire identifier vraiment les coins ruraux dans lesquels c'est vraiment un enjeu majeur. Donc, soit un premier commerce à revenir, soit dernier commerce à vraiment maintenir. Et qu'en fait, ces zones soient vraiment priorisées par la région pour de l'aide à l'installation, à la transmission, de l'accompagnement, même de conseils pour tous ces commerçants-là. Donc ça, je pense que ce serait quelque chose qu'on aimerait mettre en place le plus vite possible. Merci. Philippe? Moi, je serais pour qu'on développe l'autonomie énergétique des villages. Je pense qu'il y a matière à réfléchir là-dessus. Je pense qu'entre nos toits solaires, nos toitures solaires, au-delà de notre potentiel éolien, là où il y en a, et puis le développement, bien sûr, des économies d'énergie, c'est-à-dire la réhabilitation de l'habitat ancien pour économiser l'énergie. Mais là, moi, je pense qu'on a un vrai chantier, mais qui est hyper intéressant et qui peut être et qui est totalement économiquement viable. Entendu. Un grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation. Je pense que nos échanges ont été très riches. Merci aux auditeurs pour les questions. S'il y a d'autres questions, on veillera à vous répondre le plus rapidement possible. Cet atelier sera disponible en replay sur YouTube, SoundCloud prochainement. On vous donne rendez-vous jeudi 25 février à 20h pour notre prochain atelier qui sera dédié à la santé. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à signer l'appel dont le lien est disponible en commentaire. Bonne soirée à toutes et à tous et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.